Merci. Donc Bruno David. Vous êtes naturaliste, paléontologue et biologiste marin, les trois à la fois. Vous me dites si je me trompe. Paléontologue et biologiste marin, c'est dans naturaliste. C'est dans naturaliste. Vous êtes originaire de Lyon, où vous avez suivi un cursus universitaire à l'université Claude Bernard. Vous soutenez une thèse de 3e cycle de paléontologie sur les oursins. Alors vous savez que dans l'Ouest, nous les oursins, on les étudie plus dans nos assiettes. À l'université donc de Franche-Comté. Vous obtenez un doctorat d'État en 1985. Vous devenez directeur de recherche au CNRS, où vous entrez en 1981. En 1995, vous prenez la direction du laboratoire de paléontologie du CNRS de Dijon. Vous avez été directeur adjoint scientifique de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS, où vous êtes toujours chargé de mission. Je ne me trompe pas, vous n'êtes plus chargé de mission. Non, je ne peux plus être chargé de mission. Je m'en doutais. Fait marquant, vous êtes à l'origine, en 1998, de la création d'un laboratoire qui s'appelait Biogéosciences, enfin qui s'appelle toujours Biogéosciences, qui est un laboratoire original parce qu'il est interdisciplinaire entre les sciences de la Terre et les sciences de la vie. Dans la foulée de ce parcours initial de paléontologue, le spécialiste des faunes anciennes du Crétacé que vous êtes effectue une reconversion vers la biologie marine. Ce qui m'amène à souligner que vous êtes un homme de terrain, je dirais plutôt de mer, à la limite de l'aventurier. Vous participez à de multiples missions océanographiques internationales dans toutes les mers du globe. Et vous fait partie de cette minorité d'êtres humains qui allait dans des endroits où personne ne va. Vous plongez à bord du Nautile à plus de 2000 mètres de profondeur. Donc le Nautile, c'est le sous-marin jaune de l'Ifremer. Voilà. Donc vous étiez un peu visionnaire parce que le jaune revient à la mode. Vous êtes l'auteur de plus de 150 publications scientifiques, multiples ouvrages, films, tout ça toujours dans un travail qui se veut collectif. Vos recherches portent sur la biodiversité abordée à partir de modèles fossiles et actuels. Vous êtes actuellement le président du prestigieux Muséum d'histoire naturelle de Paris, Muséum national, depuis le 1er septembre 2015. Vous êtes fortement impliqué dans les actions de diffusion scientifique en direction du public, ce qui nous vaut le plaisir aujourd'hui de vous accueillir. Donc avant de vous laisser la parole, comme dans toute bonne salle, si vous pouviez vérifier que vos portables sont bien en mode vibreur, et on va vous demander d'être un petit peu discret vu qu'on est très nombreux. Donc si vous avez des échanges à faire, faites-les le plus discrètement possible. Merci, on vous laisse. Merci. Merci beaucoup. Donc je vais vous parler de biodiversité. Et je vais vous en parler de manière un petit peu indirecte. Je ne vais pas essayer de vous faire peur avec ce qui se passe, avec la crise, etc. Mais je vais essayer de vous montrer comment on peut parler de biodiversité. Je préside le Muséum national d'histoire naturelle. Et bien sûr, c'est un des sujets qu'on a de comment est-ce qu'on communique avec les publics sur ces sujets-là, qui sont qui est par ailleurs un sujet d'actualité important. Alors en fait, on est devant une symbiose à trouver, d'où cette image avec cette petite mouche sur une fleur, entre une réalité environnementale qui est en train de se dégrader et puis finalement une certaine acculturation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se comporte. Alors, il y a un contexte, un double contexte. Il y a un contexte qui est d'abord un défi environnemental. Ça, ce sont des mots-clés qui sont apparus, vous savez, quand on fait des analyses de texte ou quand on fait des sondages, des mots-clés qui apparaissent avec une planète dont on voit très bien. Et même ce qui se passe ces derniers jours, on le ressent, même si on en est content par ailleurs. Il fait un temps qui n'est pas tout à fait normal pour un mois de février, donc on voit bien qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Et puis, par ailleurs, donc on a ce contexte environnemental qui peut se décliner de cette manière-là. Alors je l'ai mis de manière un petit peu paradoxale en rebondissant sur l'actualité de couleur jaune. C'est finalement comment est-ce qu'on rend compatible la préservation de l'environnement avec une vie en société. Comment la société dit ça. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, et c'est pour ça que je mets l'ours blanc d'ailleurs à côté de Gilet jaune, j'ai entendu une dame à la radio qui avait un gilet jaune et qui disait « mais entre mes petits-enfants et les ours blancs, je choisis mes petits-enfants ». Et elle n'a pas tort, mais en même temps elle a tort. Parce qu'elle n'a pas compris que c'est la même chose. Que, évidemment, si l'ours blanc disparaît, ce n'est pas un si gros problème que ça pour la planète. Peut-être en choquer certains, mais ce n'est pas un problème absolument dramatique. Mais par contre, ce qui fait que l'ours blanc va disparaître, c'est ce qui fait aussi que la planète va être invivable pour ses petits-enfants. Donc en fait, c'est la même chose. Si on se préoccupe des ours blancs, ce n'est pas seulement pour eux-mêmes, mais c'est aussi les causes qui provoquent leur disparition qui sont éventuellement inquiétantes. Alors on a un deuxième défi qui est un défi culturel. Comment est-ce qu'on fait entrer la biodiversité dans la culture? Je vais vous donner un exemple tout simple, un petit peu caricatural. Si
lors d'un dîner en ville ou ailleurs, quelqu'un dit « Le bourgeois gentilhomme, c'est Victor Hugo qui l'a écrit », conformément à ce que j'ai fait sur cette image, c'est « Oh, c'est pas possible. Quel inculte, quel abominable personnage, il connaît rien du tout. » Alors que si on dit « Ce crustacé, cette huître est un crustacé », bon, c'est pas grave. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que les huîtres sont des mollusques, ne sont pas des crustacés. Hein. Et pour un naturaliste, l'erreur est du même ordre. C'est-à-dire dire qu'une huître est un crustacé, c'est la même chose que de dire que Victor Hugo a écrit Le bourgeois gentilhomme ou que Molière aurait écrit Les Misérables. Ceci étant posé comme condition initiale, en quelque sorte, comprendre la biodiversité, c'est un défi culturel parce que c'est compliqué. D'où cette image des Shadocks. Et en fait, si on veut essayer de faire comprendre les choses, on s'est vraiment posé la question, on continue de se la poser au muséum et on se la pose même dans d'autres instances. Comment est-ce qu'on peut le faire? D'abord, il faut parler de la démarche scientifique, qui est une véritable démarche hypothético-déductive où on pose des questions, on fait des hypothèses, on les teste, on fait des observations, éventuellement des expérimentations, et on teste les hypothèses en fonction de ça, et c'est ça qui va amener une certaine démarche intellectuelle. Et puis, un des moyens de convaincre, c'est aussi de s'appuyer sur l'histoire des idées. Comment est-ce qu'on arrive à un certain résultat? Si on se contente de dire, je vais prendre un exemple, la Terre a 4,5 milliards d'années. C'est la science qui nous le dit. Et si en face, l'un ou l'une d'entre vous me dit « Mais non, la Terre a 6000 ans, c'est écrit dans ce livre. » Si on met les deux choses face à face, on les met ipso facto en équivalence. Si on explique comment on est arrivé à l'idée que la Terre a 4,5 milliards d'années, en faisant des séries d'hypothèses, en faisant même des expériences à certains moments de l'histoire, on arrive à convaincre que ce chiffre de 4,5 milliards d'années, il n'est pas sorti d'un chapeau, hein, il est le résultat de tout un itinéraire intellectuel. Et ça, c'est pour aider à convaincre. Alors, maintenant, je vais faire un tout petit premier bilan, déjà, d'étapes pour expliquer la biodiversité. On voit bien que c'est une nécessité de l'expliquer parce qu'on est face à un défi environnemental qui est important et qu'on doit parler aux citoyens de ce défi environnemental. C'est très important. Et en même temps, c'est un numéro d'équilibriste parce qu'il faut arriver à faire comprendre une réalité qui est quand même assez complexe, voire trop complexe. Alors maintenant, je vais faire une sorte de zoom arrière et je vais vous amener sur la biodiversité elle-même et vous montrer que ce que je vous dis là, c'est vrai, c'est quelque chose d'assez complexe et que donc ça pose des problèmes quand on veut essayer de la faire comprendre. Le terme biodiversité, c'est un terme qui est simple en apparence et qui a eu un très grand succès. Tout le monde a entendu parler de biodiversité. Pour beaucoup d'entre vous dans la salle, vous êtes nés avec même. Mais il est assorti d'une certaine dérive, d'une dérive sémantique, parce qu'on utilise ce mot, et moi je l'ai entendu utiliser un petit peu à tort et à travers. Je l'ai entendu utiliser pour des paires de chaussures ou pour des voitures en disant c'est la biodiversité des chaussures. Ça veut strictement rien dire, c'est la diversité des chaussures. Donc il y a une sorte de dérive qui fait que ça devient un mot valise un petit peu à la mode. Et si on reprend quand même le cours de l'histoire, le fil de l'histoire, de comment est arrivé ce terme, c'est un terme qui est né en 1986 dans un colloque scientifique. C'est un monsieur qui s'appelle Walter Rosen qui a fait ça. Puis ça a été publié dans les actes de ce colloque en 88, donc il a été vraiment écrit en 88, et dans son utilisation toujours en 88 par l'Union internationale de conservation de la nature, sur un bouquin de 322 pages, on voit que ce terme apparaît 5 fois. Je suis allé vérifier. 5 fois ça apparaît, donc c'est très peu. Et puis 1992, c'est le sommet de Rio, c'est le sommet de la Terre à Rio, et le terme se popularise. Et il y a diffusion du concept. Et si on regarde en termes de nombre de publications scientifiques ce qui se passe, voilà le nombre de publications qui utilisent le terme biodiversité, c'est dans la source, c'est le Web of Science. On s'aperçoit que bon, avant il n'y en a pas, à partir de Rio 92, le terme est de 86, il apparaît là, mais personne ne l'utilise, et puis on voit très bien que ça décolle, et que c'est plusieurs dizaines de milliers d'utilisations maintenant chaque année dans les publications scientifiques. Donc c'est un terme récent, éventuellement utilisé un petit peu à tort et à travers, mais en tout cas qui a un succès fulgurant. Pour autant, la biodiversité, c'est un concept qui est assez ancien, puisqu'on peut considérer que nos ancêtres dans les grottes avaient ce concept de biodiversité. Quand on est dans la grotte Chauvet, on se rend compte qu'il y avait déjà cet aspect biodiversité. Et c'est un concept très ancien aussi, qui plus récemment s'est exprimé chez Platon, qui a pris forme chez Aristote, qui décrit et classe les êtres vivants.
Donc il y a vraiment une démarche intellectuelle là qui cherche à organiser toute l'observation que ces gens-là pouvaient avoir sous les yeux, puis ça explose un petit peu plus tard dans ce concept ancien qui va s'enrichir avec beaucoup d'autres. J'ai mis Pline l'Ancien chez les Romains, Buffon bien sûr, qui a été d'ailleurs l'intendant du roi au Muséum, Lamarck, Darwin, Cuvier, Humboldt, etc., etc., et d'autres. Donc un concept ancien. Et si on en vient maintenant à la réalité de ce qu'est la biodiversité, c'est une réalité qui est encore plus ancienne. Puisque ça, c'est un trilobite, donc un crustacé fossile qui a un peu plus de 500 millions d'années, qui marque la première zone de l'ère primaire, et puis ici une ammonite de l'ère secondaire, du Crétacé pour être précis, et ici un mammifère fossile qui a 55 millions d'années. Ça, c'est la réalité aussi de la biodiversité, donc c'est une réalité qui est très ancienne. Et puis, c'est également quelque chose qui est difficile à définir, même aujourd'hui. Parce qu'il y a une polysémie, c'est-à-dire qu'il y a différents sens pour cette biodiversité. On a l'habitude de dire la biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, et alors? Je vous dis, la biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète, débrouillez-vous avec ça. C'est un peu court. Alors, il y a des définitions scientifiques qui en ont été données, qui sont relayées par la Fondation française pour la biodiversité, qui sont à différents niveaux. Au niveau des gènes, on a l'habitude de la définir au niveau des gènes, au niveau des espèces, au niveau des écosystèmes, une diversité génétique, une diversité spécifique, 2 millions d'espèces décrites, et puis une diversité au niveau des écosystèmes, c'est-à-dire des réseaux de relations entre différentes formes d'êtres vivants. Et même dans ce cadre formalisé, qu'est-ce que c'est vraiment que la biodiversité? Alors, je vais vous en donner plusieurs illustrations. Est-ce que ça, c'est la biodiversité? Des espèces emblématiques, un ours blanc, un condor, un loup. Est-ce que finalement, la biodiversité, c'est ça aussi? C'est-à-dire des espèces que je vais prendre en vrac un peu à droite à gauche. C'est aussi une vision de la biodiversité. Ça peut être N espèces d'un même écosystème. Ici, un récif corallien. Ça, c'est de la biodiversité. À quelle échelle je regarde la biodiversité? Je peux la regarder à l'échelle d'un arbre gigantesque, ici un chêne, ou à l'échelle de bactéries en haut ou de virus en bas. Et puis, donc ça, j'ai tendance à compter des espèces. Et puis, je peux me dire, quelles abondances? Combien de spécimens d'une espèce donnée? Donc ici, des barracudas, des sauterelles, des homo sapiens, etc. Donc, on est toujours là face à un grand nombre d'espèces. Ici, des oiseaux. Et c'est ce que les scientifiques qui sont spécialistes de biodiversité appellent la richesse. Donc, la richesse, c'est ça. Alors, si on se pose la question de la richesse, on peut se poser la question de combien d'espèces sur Terre? Combien d'espèces sur Terre? On en connaît un peu moins de 2 millions. Et on pense, avec des marges d'erreur d'ailleurs assez importantes, qu'il risque d'y en avoir une dizaine de millions, la plupart d'entre elles étant des animaux, et chez ces animaux, la plupart d'entre elles étant des insectes. Il y a un scientifique célèbre qui a dit « Je ne sais pas si Dieu existe, mais en tout cas s'il existe, je sais qu'il adore les insectes. » Il disait même les coléoptères, pour être précis. Donc voilà, donc on a des marges d'erreur énormes. Il y en a qui disent il y en a 100 millions, il y en a qui disent il y en a 10 millions. On ne sait pas exactement où on est. Et puis on peut, quand on regarde la biodiversité, là je vous ai dit combien il y a d'espèces, c'est la richesse. Mais finalement, derrière la richesse, c'est combien j'ai d'individus derrière chaque espèce. Donc là, on peut parler de biomasse et d'abondance. Si on prend cet animal, qui est Ophosia superba, c'est une petite crevette, en fait c'est le krill, ce qu'on appelle le krill, c'est l'animal le plus abondant sur Terre. On pense qu'il y en a à peu près 200 000 milliards d'individus sur Terre, dans l'océan, et ça représente à peu près 400 millions de tonnes. D'autres animaux qui sont très abondants, d'autres poissons d'ailleurs, qui vivent dans les grands fonds, peut-être plus de 100 000 milliards d'individus de ceux-là. Et puis plus proche de nous, en tout cas en termes de relations de parenté, le travailleur à bec rouge, ici, un petit oiseau, dont on voit un spécimen ici, on voit un paquet de spécimens environnant un éléphant sur la partie droite, 20 milliards d'individus, 400 millions de tonnes. Et puis enfin, une espèce que nous on connaît bien, qui s'appelle Homo sapiens, environ 7 milliards d'individus, on se rapproche de 8, et on pèse à peu près 300 millions de tonnes sur la planète, tous ensemble. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre sur la droite un graphique avec 3 courbes qui sont les indices de masse corporelle. Vous savez, quand on fait le rapport entre la taille et le poids, pour dire on est trop gros, enfin généralement c'est quand on est trop gros d'ailleurs. La courbe en bleu, c'était la situation en 1960. Donc vous voyez, avec un indice de masse corporelle mondial, moyen autour de 18.
En rouge, on est, alors j'arrive pas à lire, c'est un petit peu flou, mais c'est vers l'an 2000. Et en rose, là, enfin en jaune, pardon, c'est une projection sur 2040. Donc on voit bien que collectivement on grossit. Donc là, je vous ai dit combien d'espèces, la richesse, les abondances. Et ensuite, au-delà des abondances, on a quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, qui sont les fréquences. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, j'ai 10 espèces devant moi. Ces 10 espèces, comment les fréquences sont réparties? Est-ce que j'ai une espèce qui représente 91, si j'ai 10 espèces, 100 individus, est-ce que j'ai 91 individus d'une espèce, puis un individu de chacune des 9 autres, ou est-ce que j'ai 10 individus de chaque espèce? Donc on voit bien que les fréquences relatives sont importantes. Je vais vous en donner un petit exemple. C'est ce qu'on appelle la diversité spécifique, d'ailleurs. Là, il y a deux situations. Une situation où j'ai 3 espèces, une situation où j'ai 2 espèces. Donc on dit là, j'ai une richesse de 3, là j'ai une richesse de 2, donc là j'ai plus d'espèces ici que je n'en ai là. Par contre, en termes de diversité spécifique, la situation numéro 2 est plus riche que la situation numéro 1, parce que si je tire au hasard 2 individus dans cette population, j'ai pas mal de chances de tomber sur 2 fois le même papillon, alors que si par hasard je tire 2 individus dans l'autre population, je risque d'avoir 2 espèces différentes. Donc ça veut bien dire que la diversité spécifique, la probabilité est plus forte de tirer des espèces différentes dans cette situation, donc la diversité spécifique est plus importante. Donc vous voyez, tout ça, c'est de la biodiversité. En termes de... fatigant, hein. En termes de foisonnement également, ce qui est intéressant, c'est de se poser des questions à l'échelle microscopique. À l'échelle microscopique, on va prendre 1 litre d'eau de mer. Dans 1 litre d'eau de mer, il y a à peu près 100 millions de bactéries. Donc ça fait à peu près la population française dans 1 litre d'eau de mer. Et il y a à peu près 100 milliards de virus, ce qui fait à peu près 10 fois la population mondiale. Donc on multiplie ça par le nombre de litres dans l'océan, on s'aperçoit que ça fait beaucoup. C'est la même chose si on prend un gramme de sol, puis on regarde ce qu'il y a dedans. En micro-organismes, vraiment en micro-organismes, ce qu'on ne voit pas bien sûr à l'œil nu, ça représente plus de 7 tonnes à l'hectare dans les prairies françaises. Hein. C'est ce qu'on a sous les pieds quand on se promène dans une prairie. Hein. Donc ça fait plusieurs milliards de micro-organismes qui sont présents sous nos pieds. Et si on fait le total de tout ça, on s'aperçoit que finalement cette microbiosphère, elle pèse plus que le reste de la biosphère en termes de poids. Et puis la biodiversité, on peut la regarder encore autrement. Je vous ai dit qu'on pouvait la regarder à l'échelle des gènes. Donc là, notre modestie va être mise à rude épreuve. Nous sommes là, et on a à peu près 3 gigas bases dans nos gènes. Donc c'est la taille de notre génome. Notre génome, quelle que soit l'unité, notre génome vaut 3, en gros. Et le génome de la tulipe vaut 34. Il a été séquencé récemment. Donc une tulipe, en termes de complexité du génome, taille du génome, c'est 10 fois un être humain. Le génome de la tulipe est plus gros. Celui du maïs aussi est très gros. Enfin, bon. On voit que celui des végétaux, globalement, est plus gros que celui des animaux. Et puis on peut regarder à l'échelle des écosystèmes. Donc là, je vous ai mis un dessin qui est complètement incompréhensible, mais ce sont des dessins typiques d'écologistes de la fin du XXe siècle. Ça, c'est le réseau des chaînes trophiques, des chaînes alimentaires, si vous voulez, dans l'Atlantique Nord, centré sur la morue, dont je vous ai mis un exemplaire ici, et de manière empirique, voilà le réseau de la chaîne alimentaire. Tout ça, c'est de la biodiversité. C'est une vision de la biodiversité. Alors maintenant, on fait un peu mieux. Je vous en ai mis un plus moderne, qui n'est pas empirique, c'est fait à partir d'algorithmes. C'est un réseau de relations, pas de parenté, de relations entre organismes qui vivent autour des racines des arbres. Qu'on appelle l'ectomycorhize, c'est-à-dire les champignons notamment qui vivent autour des racines des arbres. Donc il y a pas mal d'espèces de champignons, il y a pas mal d'espèces d'arbres, et ça fait ce réseau qui est construit, qui a été construit en 2015 à partir d'un algorithme. On peut rentrer aussi à une autre échelle dans le vivant, l'échelle des protéines. Nous sommes faits de protéines, toutes ces protéines ont des interactions entre elles, et voilà par exemple le réseau des interactions entre les protéines. Il y a à peu près 2000 interactions entre les protéines qui constituent la levure de la bière. Donc quand vous buvez de la bière, je pense que ça doit vous arriver à quelques-uns, c'est ce réseau que vous avalez, représenté ici. Donc tout ça pour vous dire, si j'essaye de faire la synthèse de ça, c'est qu'on a un terme qui est assez simple, qui s'appuie sur des objets, par exemple que sont les individus, et puis qui aboutit à des concepts. Et ça rend les choses pas si simples que ça, ensuite à expliquer.
Donc ici, on a des objets, les gènes sont des objets, les protéines sont des objets, les métabolites produits par les protéines sont des objets, les individus, vous en tant qu'individu, je peux vous considérer comme un objet biologique, mais quand même comme un objet. Et puis là-dessus, on a un certain nombre de concepts qui viennent se greffer, qui sont les espèces. L'espèce est un concept, hein, c'est nous qui décidons que c'est une espèce. Les écosystèmes, c'est un concept. Les biomes, c'est-à-dire un ensemble d'écosystèmes à une plus vaste échelle, c'est aussi un concept. Et la biosphère dans son ensemble, c'est aussi quelque chose de relativement conceptuel. Et puis on brasse tout ça avec des méthodes d'approche. On peut faire de la taxonomie, c'est-à-dire qu'on va regarder les espèces qu'on a sous les yeux, on va essayer de les décrire. De la phylogénie, on va regarder leurs relations de parenté. On peut faire de la génétique. De la protéomique, on va rentrer dans les interactions entre les protéines. La métabolomique, c'est les produits qui sont fabriqués par toutes ces protéines. Puis on peut faire de l'écologie. Et puis on peut faire de la biogéographie pour comprendre comment tout ça, ça se distribue sur la planète. Donc, et on croise tout ça, et ça fait un gros mélange. Et c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de biodiversité avec un S. Le pluriel est souvent nécessaire. Donc je pourrais m'arrêter là, puis vous dire, maintenant vous avez compris, c'est très très tordu tout ça, c'est compliqué, on ne sait pas bien par quel bout le prendre, et donc c'est impossible à expliquer, et donc on va arrêter de l'expliquer. Donc la question c'est, comment on fait quand même, et comment on va faire pour transmettre des messages? Comment est-ce qu'on fait pour transmettre un message autour de cette biodiversité? Et là, je voudrais faire une comparaison. Je vais faire une comparaison pendant quelques images avec quelque chose dont on entend également beaucoup parler et qui est la question du changement climatique et du climat. Donc, un match entre biodiversité et climat qui est un match en fait assez déséquilibré. Ce match déséquilibré, parce que ce sont deux sujets qui sont très relayés vers le public, mais qui ne sont pas relayés de la même manière, bien sûr. Alors, si je m'amuse à une petite comparaison, biodiversité-climat, là, il y a une structure qui s'occupe du climat depuis un petit peu plus de 30 ans, qui s'appelle le GIEC, le groupe international d'évolution du climat, d'études du climat, pardon, groupe international d'études du climat, en anglais IPCC. Et puis en face, on a quelque chose qui s'appelle l'IPBES, International Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, qui étudie la biodiversité, qui est l'équivalent pour le climat, mais pour la biodiversité. Alors pour le climat, cette chose-là a été créée en 88, elle a 31 ans, et s'intéresse en gros à une température de l'air, une température de l'océan, 3 cryosphères. Alors la cryosphère, c'est les choses où il y a de la glace. Hein. Cryo, c'est ce qu'il y a de froid, c'est la glace. Où il y a les pôles, les deux pôles, il y a les montagnes. Il y a un niveau des mers, et par an, il y a une dizaine de grands événements climatiques. On entend parler des cyclones, des typhons, quelques inondations. Bon. C'est de l'ordre de quelques dizaines d'événements climatiques majeurs par an. Si on regarde côté biodiversité, l'IPBES a seulement 7 ans, ça date de 2012. Il y a quelques dizaines de milliers de gènes dans chaque individu, dans chaque espèce, quelques millions d'espèces, quelques centaines d'écosystèmes, quelques dizaines de biomes à plus grande échelle, et une biosphère. Donc on voit là que finalement, la complexité est d'un autre ordre. Et que ça pose des problèmes si on veut expliquer, transmettre, prédire, et puis derrière, c'est agir aussi. Politiquement aussi, il faut l'expliquer aux politiques, ça, quand même. Hein. Alors, si je vais plus loin dans la comparaison, ça c'est un papier qui est sorti l'année dernière, qui fait la comparaison entre le nombre d'articles ou de citations, si vous voulez, sur la biodiversité en vert et sur le climat en marron. Et on voit très très bien qu'il y en a beaucoup plus pour le climat que pour la biodiversité. Et on voit également que ça décolle pour le climat à partir de l'année 98-2000, enfin dans ces eaux-là. C'est à partir de là que vraiment les publications sur le climat vont vraiment décoller, alors que sur la biodiversité, ça reste à peu près toujours pareil. Alors si on regarde le GIEC créé en 88, l'IPBES créé en 2012, et on s'aperçoit que le temps nécessaire au décollage pour le GIEC, il a fallu à peu près tout ce temps-là, hein, c'est-à-dire de 2000, une douzaine d'années. Et donc ça nous projette en gros en 2025 pour que la partie biodiversité se retrouve à peu près dans le même équilibre. C'est des choses qu'on va retrouver dans les nombres de publications, là c'est des totaux de publications. Le précédent, c'était le nombre de citations dans des articles de vulgarisation, dans des journaux au Canada. Là, c'est en publication. On voit bien qu'il y a un point de décrochement. On voit bien que les barres marron ou noires, si vous les voyez noires, sont plus hautes que les barres vertes. Et en plus, c'est une échelle qui n'est pas une... Si, c'est une échelle linéaire quand même. Et puis ça, c'est quand même le financement.
financement de la recherche, où on voit très très bien aussi que la recherche sur le climat est beaucoup mieux financée que la recherche sur la biodiversité. Alors comme je suis un petit peu malhonnête, j'ai fait un ratio, donc il y a un facteur de 1,5 pour les publications, un facteur 3 pour les financements. Ça veut dire que les gens qui travaillent sur la biodiversité sont 2 fois plus efficaces que les gens qui travaillent sur le climat. Ça c'est dit. Alors autre chose, global versus local, quand on traite du climat, on a des événements catastrophiques qui sont assez médiatisables, et puis on a des effets qui sont structurellement globaux. Le gaz à effet de serre, on le balance dans l'atmosphère, et puis on dit, bon, bah, ça va réchauffer la planète, ça va réchauffer l'atmosphère. On a un effet global à travers cet effet de serre. Et ce qui fait aussi, ce qui permet aussi de dire d'ailleurs, parce que le paradoxe de ça, c'est que derrière on dit, mais ça sert à rien que nous on fasse quelque chose, parce que c'est tellement peu par rapport à ce global, que si on arrête les gaz à effet de serre émis par la France, on dit c'est 1% du total, donc si on ne le fait pas, c'est pas grave. Je pense que c'est grave quand même, parce que c'est pas pour autant que je vois plein de papiers qui traînent par terre devant la gare de Nantes, que je vais nécessairement balancer mon papier aussi par terre en disant c'est pas grave, il y en a déjà plein. Donc le raisonnement est quand même un peu spécieux en disant je vais rien faire parce que mon action est faible. Il faut quand même faire quelque chose. Mais ceci dit, c'est quand même global. C'est quand même tout ça, c'est très très global. Au contraire, quand on regarde la biodiversité, il y a des effets locaux, il y a des mécanismes locaux, et ça ne devient global que par agrégation. Donc c'est plus difficile de sensibiliser là-dessus, parce que les enjeux sont locaux. Mais inversement, l'intérêt que ça présente, c'est que si on a une action locale, qu'on habite en Loire-Atlantique, qu'on arrête de mettre du glyphosate dans certains endroits, on a tout de suite localement le bénéfice de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que vous allez revenir des insectes et des choses comme ça, des oiseaux, localement, parce que localement, vous aurez eu une action. Donc ça a aussi cet intérêt-là. Mais si on essaye d'expliquer globalement, c'est difficile. Donc c'est difficile de généraliser. Et d'ailleurs, ça se voit dans les rapports que produisent ces deux institutions, le GIEC d'un côté et l'IPBES de l'autre. Le GIEC publie des rapports sur le climat mondial global. L'IPBES, son premier rapport a été sur les pollinisateurs, la pollinisation, donc sur un compartiment particulier de la biodiversité, sur un petit morceau du système. Je continue ma comparaison sur des contraintes, cette fois, qui sont des contraintes intrinsèques. Le climat, ça obéit aux lois de la physique et de la chimie, globalement. La biodiversité, il n'y a pas de loi. Parce qu'il n'y a pas de loi qui régisse comment le vivant fonctionne. Il y a tout au plus des règles, des tendances, des choses comme ça, mais on ne sait pas comment une espèce va évoluer. On ne peut pas faire de prédiction pour dire cette espèce-là, dans 10 000 ans, elle va être ça, puis 10 000 ans plus tard, elle va être autre chose, etc. Parce qu'il n'y a pas de loi qui régisse ça. Ce n'est pas possible. Le climat, c'est compliqué, mais c'est réductible à des équations, au moins au niveau probabiliste. On peut arriver à mettre le climat en équation. C'est ce que les climatologues font d'ailleurs. La biodiversité, c'est pas possible. On ne peut pas mettre ça en équation parce que c'est soumis à de la contingence historique qui fait que ce n'est absolument pas prédictible. Donc le climat, ça veut dire qu'on peut construire des trajectoires et on peut dire le climat en 2100, il a une probabilité tant de se trouver à ce niveau-là. Et c'est impossible de le faire pour la biodiversité. On ne sait pas ce que sera la biodiversité en 2100, si ce n'est à dire qu'elle ira moins bien qu'aujourd'hui ou qu'il y aura moins d'espèces, mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau. Ça vient qu'il y ait des contraintes intrinsèques à l'histoire et qui sont beaucoup plus fortes pour la biodiversité. Donc je vais vous en donner quelques exemples pour vous montrer qu'en biodiversité, il n'y a aucun sens à parler des choses en dehors de l'histoire, du contexte historique, non pas histoire des sciences, mais histoire de l'évolution de la vie. Un cas d'école, la crosse aortique. Donc vous savez tous ce que c'est que la crosse aortique. On a un cœur, il y a l'aorte qui sort du cœur et qui va faire un coude en sortant. Je vais vous en mettre une image. Donc voilà, ici au rayons X, puis voilà le dessin qui va avec. Donc on a notre aorte, le cœur est là, l'aorte qui sort, elle part vers le haut, donc elle va partir vers le haut, et après, elle va tourner et faire une boucle, et elle redescend. Franchement, certains d'entre vous sont à l'IUT, font des études d'ingénieur. Si vous avez à construire un système, jamais vous faites ça. Hein. Si c'est pour partir en bas, vous n'allez pas commencer à aller vers le haut. C'est stupide. Hein. Donc, ça ne va pas du tout. C'est mal foutu. Donc c'est vraiment un tracé étrange. Pourquoi ce tracé est étrange? On ne peut comprendre l'étrangeté de ce tracé que si on connaît l'histoire, que si on connaît l'évolution. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution? Il s'est passé que chez un ancêtre, ça se présentait de cette manière-là. Donc ce truc-là, au milieu, là, c'est le cœur. Et puis, vous voyez, il y a des branches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont ce qu'on appelle des
branches, des arcs branchiaux, qui vont distribuer les branchies de cet ancêtre qu'on a. Et il se trouve qu'il y a un arc branchial, le numéro 4, qui va donner la crosse aortique. Et ces arcs branchiaux avaient une certaine trajectoire chez un ancêtre commun à tous les vertébrés. Et on a gardé la signature de cette trajectoire historique, ce qui fait que, dérivé de ce quatrième arc branchial, on a l'aorte qui, elle, continue, par habitude en quelque sorte, à avoir ce trajet bizarre. Et à ce trajet bizarre chez tous les vertébrés, tous les mammifères, tous les oiseaux, etc., etc. Donc c'est hérité d'un ancêtre commun, simplement. Et c'est l'histoire évolutive qui nous permet d'expliquer cette bizarrerie. Donc rien n'a de sens en dehors de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc j'arrête avec ces notions de biodiversité et puis ces notions d'histoire, simplement pour vous expliquer que c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde? Il se passe que l'agenda est en train de tourner. On a un agenda qui est très axé sur la biodiversité, puisqu'on a un congrès de l'IPBES qui a eu lieu à Medellín en Colombie en mars 2018, qu'on en a un qui va se tenir en France, c'est marqué en blanc, en fin avril. Il se tient à Paris fin avril. Donc c'est le congrès mondial, c'est l'équivalent du congrès mondial du GIEC sur le climat. On a eu la COP14 en Égypte et on aura une COP15, donc une conférence des parties en Chine en 2020. Et puis on a le grand congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui va se tenir en France à Marseille l'année prochaine. Donc toutes ces choses-là vont parler de biodiversité. Et puis on a un relais médiatique qui devient très important. On a eu plusieurs relais sur la disparition des vertébrés, sur les insectes en Allemagne, sur les mammifères en France, sur les oiseaux en France. Et on a beaucoup communiqué là-dessus. Le muséum lui-même a beaucoup communiqué là-dessus, à travers différents articles. Ça a été très très relayé par la presse. Je pense que vous en avez un peu tous entendu parler, sur la disparition des oiseaux, notamment dans les campagnes françaises. Ça a été la même chose un petit peu sur les grands mammifères. Les mammifères en général, les mammifères sauvages. Simplement, j'aime bien souligner ça, j'aime beaucoup le titre de ce titre du New York Times, mais le diable se niche vraiment dans les détails, parce que, si on regarde bien, c'est sous la rubrique climat que ça se passe. Donc on voit bien qu'il y a quand même, il faut que ça soit relié au climat. Alors, le vent tourne, et je vais vous donner quelques citations. Une citation d'un ancien ministre, Nicolas Hulot, qui voulait un sursaut d'indignation. C'est le discours qu'il a fait devant l'Assemblée nationale en expliquant que les oiseaux disparaissaient, que les insectes disparaissaient, que personne ne s'énervait, mais que lui, il avait honte de ça, et que c'était notre responsabilité. Plus on réduisait la biodiversité, plus on réduisait nos options pour faire face à l'avenir, parce qu'on a besoin de biodiversité, mais là, ça serait une autre conférence. Puis je vais vous donner 2 citations que je vais vous lire, qui se ressemblent énormément, qui disent « Le matin aussi était devenu bizarre, le chant des oiseaux avait presque disparu, il ne me réveillait plus, il ne sculptait plus le demi-sommeil en y passant ses petits coups de burin sonores. Je me suis demandé si j'assistais à la fin du monde ou à la fin d'un monde. » C'était le 27 mars 2018. Et puis ensuite, presque la même chose. Imaginez, vous vous réveillez, quelque chose a changé, vous n'entendez plus le chant des oiseaux, vous regardez par la fenêtre, les paysages que vous aviez jadis chéris sont désormais desséchés et toute vie a disparu. Nous sommes en train de perdre notre bataille contre l'effondrement de la biodiversité. C'était 3 jours avant, le 24 mars. Qui a dit ça? Je vous laisse découvrir. Charlie Hebdo d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre. Emmanuel Macron 3 jours avant. Donc, il y a une sorte de prise de conscience. Je ne sais pas si ça se traduit dans les actes, mais en tout cas, il y a quand même une prise de conscience qui est effectivement très très large, puisqu'on trouve des tendances qui ne sont pas a priori forcément les mêmes, le même discours. Alors je continue quand même là-dessus, je reviens plutôt, après ces éléments de contexte, à comment est-ce qu'on aborde ce problème. Alors, en biodiversité, si on faisait de la philosophie, on dirait qu'il y a peu d'universaux et beaucoup de cas particuliers. C'est-à-dire qu'on a du mal à généraliser. Donc comment est-ce qu'on transmet de la complexité et les idiosyncrasies, c'est-à-dire les particularités de cette biodiversité? Comment est-ce qu'on fait pour transmettre ça? Le seul moyen de faire, c'est de s'appuyer sur des exemples. Il n'y a pas d'exhaustivité possible. C'est impossible. Donc c'est un petit peu ce que j'appelle une approche impressionniste. Donc, comment il m'a fait ça? Ça va être un petit peu comme une approche impressionniste, c'est-à-dire qu'il va falloir multiplier les études de cas pour aboutir à une image globale de ce qu'on veut montrer. Donc c'est comme un tableau impressionniste, c'est-à-dire que
dans le détail, on ne voit rien, ce sont des petites touches, et puis finalement, à force de multiplier les petites touches, ça donne quand même un résultat. La biodiversité, c'est pareil. On va avoir que des choses locales, donc ça va être chaque fois des petites touches séparées, et puis si on met tout ça ensemble, ça peut finir par avoir une signification d'ensemble. Alors je vais vous en donner quelques exemples qui vont vous montrer qu'on peut dérouler les choses. Il y a l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Là, ce sont des modèles, donc vous avez des cartes de France, de ici, de là-bas. Celle-ci, c'est la situation actuelle du chêne vert en France. Ça, c'est une projection en 2100. Ça, c'est la distribution du hêtre en France aujourd'hui. Ça, c'est la distribution du hêtre en France en 2100. Donc on fait des projections avec des probabilités de présence des espèces. Ça, j'ai pratiqué ça quand j'étais encore chercheur. On fait des calculs pour avoir des probabilités de présence des espèces en fonction des conditions environnementales et de l'évolution de ces conditions environnementales. Donc on voit très très bien que ça risque de bouger. On est capable de faire ça. On est capable aussi de s'intéresser par exemple à ce qui se passe dans l'océan et à relier ça avec d'autres types de questions. Ça, c'est une carte de l'Atlantique Nord. Vous avez l'Amérique du Nord sur la gauche, l'Europe sur la droite. Vous reconnaissez la France, l'Espagne, l'Angleterre, le Groenland en haut. Et puis finalement, une carte du réchauffement dans l'Atlantique Nord. Et puis qu'est-ce qu'on constate également ? On constate que il y a une corrélation entre la température en rouge et puis l'abondance relative de petites bactéries qui sont représentées par des triangles. Et puis, il y a certaines de ces bactéries qui sont potentiellement des pathogènes. Et on a constaté, à partir de ça, qu'il y avait une incidence, une augmentation de l'incidence, c'est-à-dire du nombre de cas, notamment de choléra, qui était présent en Scandinavie. Pourtant, ce n'est pas un endroit où on s'imaginerait aller attraper le choléra, qui était lié au bain de mer et au réchauffement de l'Atlantique. Donc il y a un réchauffement de l'Atlantique, il y a plus de vibrio, il y a plus de cas de choléra. Alors je vous rassure, ce ne sont pas des épidémies de choléra avec des centaines de morts, mais il y a des cas de choléra en Scandinavie qui sont liés au réchauffement de l'océan Atlantique. Je continue avec mes petites touches impressionnistes. Le blanchissement des coraux, notamment de la Grande Barrière. Il y a des phénomènes El Niño dans le Pacifique, ça réchauffe l'océan et ça nous enseigne aussi que les mesures doivent aussi être globales parce que localement, on ne peut pas agir. Je vous mets un graphique un peu plus scientifique ici sur l'état des récifs de la Grande Barrière et leur évolution avec 3 épisodes de réchauffement, 98, 2000 et 2016. Et on voit qu'il y a de plus en plus de noir, c'est-à-dire en fait que la sévérité des épisodes est plus importante qu'en 2016, qu'en 2002 ou qu'en 98. Et puis la dernière courbe également vous montre, c'était les pourcentages de survie des coraux. Et on voit que sur les 3 barres, on a beaucoup de vert en 98 et en 2002, ici, que chacune des barres, c'est 98, 2002, 2016. Puis c'est un indice de gravité plus ou moins important. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de niveau 4 en 2016, alors qu'il y avait beaucoup de niveau 0 en 98 ou 2002. Donc c'est de pire en pire. Et d'ailleurs, on a eu un deuxième épisode en 2017 qui est venu en rajouter une couche sur l'épisode de 2016. Autre exemple, le transport, le trafic maritime et la santé publique. Il y a beaucoup de trafic maritime. On s'intéresse aux petites algues qui sont trimballées par les eaux de ballast des bateaux, qui traversent le monde avec tout ça. Donc il y a des propagations qui sont prévisibles. Ça a été modélisé pour un certain nombre d'espèces d'algues. Donc voilà les types de cartes que ça peut donner. Là où c'est rouge, c'est qu'il y a beaucoup de propagation. Ailleurs, c'est qu'il y a moins de propagation. Le problème, c'est que certaines de ces petites algues microscopiques, et vous en avez entendu parler, je pense, ici, au bord de la mer, alors, il y a des moments où on vous dit qu'il ne faut pas manger de fruits de mer parce que vous risquez de vous intoxiquer. C'est à cause de ces petites choses-là. Et voilà les cartes que ça donne sur un certain nombre d'algues toxiques, où on voit que les zones noires sont les zones qui risquent d'être vraiment touchées par les empoisonnements liés au trafic maritime. Transport des petites algues. Alors pour faire tout ça, on a aussi besoin d'appui technologique. Donc je vous fais juste 2 choses sur la technologie et les nouveaux outils dont on peut disposer pour traiter ce genre de questions. On a d'abord évidemment les nouvelles données issues de la phylogénie moléculaire, c'est-à-dire en fait de l'analyse de l'ADN. C'est de l'informatique appliquée à l'histoire du vivant. Et c'est devenu courant à partir de 1990. Et maintenant, ça s'est énormément répandu. On est capable d'avoir des séquences d'à peu près n'importe quoi. Juste pour vous donner une image, enfin pas une image, un chiffre. Le séquençage du génome humain. Donc on a fait le séquençage de notre espèce. Ça a duré une dizaine d'années. Ça a coûté pas mal de milliards de dollars.
Et maintenant, si vous avez envie de séquencer votre chat, ça va vous coûter, un génome complet va vous coûter entre 5 et 7 000 euros pour faire la même chose que ce qui avait pris des sommes absolument considérables et des équipes considérables il y a une quinzaine d'années. Hein. C'est pas vieux. Et quand on regarde le prix du séquençage génétique, l'évolution du prix du séquençage génétique qui est en train de décroître par rapport au prix de la mémoire informatique, que vous connaissez sans doute mieux que moi ici, le prix de la séquence décroît 10 fois plus vite que le prix des mémoires informatiques. C'est vous dire à quelle vitesse ça bouge, tout ça. Et on arrive maintenant à faire des choses où, quand on fait de l'analyse, par exemple, sur les peuplements ancestraux, sur l'homme de Néandertal ou sur des choses comme ça, quand on peut simplement travailler sur des traces à l'intérieur des grottes qu'on va explorer, et on n'a même plus besoin de restes pour savoir exactement ce qu'il y avait dans la grotte. Ici, voilà des exemples de faune qu'on a pu trouver dans des grottes en différents endroits d'Europe, simplement en analysant les sédiments des grottes, et on a de l'ADN fossile préservé, et ça permet, on arrive à le séquencer. Donc si je fais le bilan de cette étape, comment synthétiser, que faire pour transmettre les messages? On ne peut pas généraliser, mais on peut simplement agréger pour s'approcher du global. Il faut multiplier les exemples pour construire un ressenti par petites touches successives. Et puis on a quand même l'appui de technologies assez puissantes qui permettent de résoudre ces problèmes. Donc voilà pour la première partie de cet exposé. La deuxième partie sera un peu plus rapide. Je vais vous parler de ce que maintenant je connais le mieux, c'est-à-dire du muséum. Donc le muséum, voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on parle au public, finalement? Comment est-ce qu'on arrive à transmettre des messages au public? Qu'est-ce qu'on dit au public? On a les messages classiques. On a les galeries, on a les jardins, on a les parcs zoologiques du muséum. Il y a 3 zoos au muséum, il y a des grands jardins, il y a des grandes galeries. Ça, on est capable de le faire. On est capable de leur montrer des scénographies spectaculaires ici dans la galerie d'anatomie comparée ou dans la galerie de paléontologie avec des fossiles remarquables. On est capable de faire des expositions sur la biodiversité en phase avec la société. Ici, une exposition sur les ours. On avait fait sur les grands singes, on a fait sur différents sujets. On est capable d'accueillir les enfants dans la galerie des enfants pour expliquer de manière simple et en touchant les jeunes ce que c'est que la biodiversité, quel est l'avenir de la planète. On est également capable de se positionner dans le siècle avec des outils modernes. Là, je vous montre un rhinocéros, qui est un rhinocéros qui a appartenu à Louis XV, donc qui remonte au XVIIIe siècle, qu'on a dans la galerie de l'évolution. C'est cet animal-là, donc il y a une certaine émotion qu'on peut avoir quand on voit ce rhinocéros, parce qu'on se dit c'est Louis XV aussi a vu le même. Donc il y a un émerveillement devant la réalité. Et en même temps, dans la même galerie, j'ai fait installer une salle de réalité virtuelle, où là, avec des masques que vous connaissez bien et puis des manettes, on peut plonger dans l'arbre de vivant, par exemple. Et on va avoir une nouvelle animation d'ailleurs qui nous amène à plonger dans l'océan Arctique, donc proche du pôle Nord, où on peut découvrir la faune et la flore de l'océan Arctique. Et on peut après, dans une deuxième séquence de cette immersion virtuelle, aller se promener en 2100 dans le même océan pour voir comment la faune et la flore auraient changé en 2100. Donc on est à la fois dans l'émotion face à des objets réels et aussi dans un monde virtuel qui vient compléter l'expérience, qui vient enrichir l'expérience. On le fait aussi dans les zoos où on va sensibiliser par l'émotion. Ici, c'est le parc zoologique de Paris, 10 zoos de Vincennes, où on a le plus grand troupeau de girafes d'Europe. Et puis, il y a d'autres leviers. Alors, ces autres leviers, quels sont-ils? Il y a les sciences participatives, je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est. Les inventaires, on fait des inventaires de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Quels sont les inventaires? Et puis on a une mission d'expertise, c'est-à-dire qu'on va appuyer les politiques publiques. On est tout le temps en contact avec les ministères qui nous posent des questions, auxquelles on répond. On répond par exemple sur l'impact de la prolongation des pistes de l'aéroport de Nantes sur les oiseaux du lac de Grandvaux. Ça devrait vous... On répond à ce genre de questions. Et puis on est en débat avec la société, vers la société. Alors, les sciences participatives, qu'est-ce que c'est? C'est s'adresser aux citoyens pour répondre à des questions scientifiques. Où on n'est pas capable de répondre, nous, en tant que chercheurs, parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour aborder certaines questions. Donc on va se tourner vers les citoyens et on va leur demander de faire des observations à notre place, avec nous. Donc on amène des citoyens vers l'histoire naturelle pour surveiller et comprendre la biodiversité. Ça permet aussi de les sensibiliser, ces citoyens, et puis ça fait progresser la science tout en partageant cette science.
Et ça fait plus de 20 ans que le muséum sait bien faire ça, depuis quelque chose qui s'est appelé STOC, ça veut dire suivi temporaire des oiseaux communs. Alors l'avantage de cette science participative, c'est qu'un scientifique tout seul, il ne fait pas grand-chose. S'il y a le scientifique et des citoyens, ça permet tout de suite de multiplier les observations. C'est à la fois un outil pédagogique, c'est une opinion publique intéressée, c'est aller chercher l'opinion publique et l'intéresser à ces questions-là, c'est trouver des espèces qui sont de bons indicateurs, donc qui après scientifiquement nous intéressent, et puis c'est vraiment très approprié pour étudier le changement global, parce que le changement global, on ne va pas l'étudier dans une éprouvette, ça ne sera pas suffisant. Donc il y a plein d'opérations qui ont été faites. Il y a eu l'observatoire des papillons de jardin, il y a eu les insectes pollinisateurs, il y a eu les sauvages de Maru, donc c'est les petites plantes qui poussent dans les rues des villes. Il y a eu les oiseaux, il y a Biolite, c'est sur le littoral. Donc là, c'est à marée basse, l'estran, qu'est-ce qui se passe sur l'estran. Donc on a beaucoup d'opérations comme ça, orientées vers les enfants, pas orientées vers les enfants, enfin pour différents publics, types de publics. C'est pas si simple que ça à faire, et je vais vous le montrer. Parce qu'on s'adresse plutôt à des amateurs éclairés quand même. On a fait des choses sur les chauves-souris, sur les papillons, sur la flore, sur les oiseaux. Mais ça pose quand même un certain nombre de questions, parce que ça a un certain nombre de limites. Les questions que ça pose, c'est qu'il faut, quand on pose la question, on va vous demander d'observer quelque chose, il faut un bon équilibre entre votre savoir-faire, qui amène une certaine précision, et la science a besoin de précision, et le nombre. Parce que si c'est un savoir-faire trop pointu, on n'aura pas suffisamment de personnes qui vont s'impliquer dans la démarche. Et puis il faut un équilibre aussi entre la représentativité et le volontariat. Si tous les volontaires viennent de Haute-Savoie et que je veux couvrir le territoire français, c'est pas terrible. Il faut que je trouve une bonne représentativité également de cela. Donc il y a ces réseaux à construire. En termes de protocole, on peut vous donner un protocole simple, mais qui sera trop simple, et un protocole compliqué, mais que vous ne pourrez pas appliquer parce que ce sera trop complexe. Donc il faut quand même qu'on touche à de la rigueur scientifique, c'est-à-dire que le protocole soit bien équilibré. Et puis il faut un équilibre entre une adaptation à divers publics, c'est-à-dire que on s'adresse à vous, mettons, jeunes étudiants, puis on va s'adresser à un autre type de public. Il faut que tout ça s'emboîte assez bien pour que les résultats soient reproductibles, qu'on ne se trouve pas avec de l'hétérogénéité. Donc vous voyez, ça paraît une question simple, on va simplement demander aux citoyens de faire des observations. Ils ont vu un oiseau, ils n'ont pas vu un oiseau, mais en fait, ce n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Ça demande un certain professionnalisme. On permet ensuite d'embarquer ces publics dans une démarche qui peut être intéressante, où on fabrique en fait une communauté de personnes qui vont travailler autour de la même question. On va partager une collection, on va commenter des collections semblables, il va y avoir des échanges de photos, donc tout ça c'est organisé à travers des outils informatiques qui permettent de le faire, ce qui fait qu'on génère une communauté, un petit peu comme une communauté sur Facebook, Twitter ou Instagram, qui va partager un certain nombre de choses et qui va aussi auto-valider les données. Il va y avoir une sorte d'auto-vérification des données qui vont se faire là-dedans et qui vont permettre de progresser. Alors ça amène quand même des résultats intéressants et des résultats scientifiques de très haut niveau. Parfois, je vous en donne un exemple qui est très intéressant, c'est le changement climatique. Dérive vers le nord en Europe sur 20 années. Le réchauffement, ça fait à peu près 1 degré et ça correspond à 249 km de migration de la ceinture climatique vers le nord. On a regardé à quelle vitesse migraient les papillons, on s'est rendu compte que les papillons, pendant la même période, avaient migré de 114 km, donc ils avaient un retard de 135 km par rapport à ça. Donc c'est la vitesse de migration des papillons, donc vous voyez bien que pour calculer ce genre de choses, il faut observer énormément de papillons. Et puis on a fait la même chose pour les oiseaux, et là les oiseaux, ils ont migré vers le nord 37 km. Donc les oiseaux vont à peu près 3 fois moins vite que les papillons, parce que les oiseaux, ils tournent en rond d'une génération à l'autre, alors que les papillons, ils se déplacent de génération en génération, même si un oiseau va plus vite individuellement qu'un papillon. Donc ça a été publié dans Nature en 2012, par des gens du muséum, sur la base de sciences participatives. Donc les retours d'expérience de ça, c'est qu'on dit qu'il est possible de collecter des données de bonne qualité avec des amateurs néophytes. C'est possible, c'est faisable. Mais ça suppose d'être très professionnel. Et que vis-à-vis des gens qu'on va embarquer dans cette aventure, on va essayer aussi que ça soit distrayant pour eux, que ça ne soit pas quelque chose de très ennuyeux. Donc on crée une communauté, on la coordonne et on la gère. Et ça, c'est essentiel. Et le retour aussi vers la communauté est très important, c'est-à-dire qu'on recommunique sur les résultats qu'on a obtenus grâce à tout ça. Et on se tourne vers différents publics. On se tourne par exemple vers les enfants des écoles. On a un programme qui s'appelle Viginature École,
qui s'intéresse à tous les scolaires, qui est bien sûr fait en partenariat avec l'éducation nationale, ce n'est pas le muséum tout seul qui fait ça, et on a entre 200 et 400 classes chaque année depuis 2013 qui sont impliquées dans cette opération Vigie Nature École. Et puis maintenant, on a un programme beaucoup plus ambitieux qui s'appelle 65 millions d'observateurs, qui a été financé grâce au programme Investissement d'avenir. Donc on a eu 16 millions d'euros pour faire ça, donc c'est quand même beaucoup d'argent, pour monter ces programmes et forger des outils qui puissent être utilisés ensuite par tout le monde. Alors nos objectifs pour demain, c'est que toute la chaîne de la démarche scientifique soit impliquée, c'est-à-dire que les citoyens aussi nous aident à construire les questions et pas seulement à obtenir les résultats. Donc proposer aussi des actions qui vont toucher tout le monde tout au long de la vie. Donc ça concerne des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des adultes moins jeunes et des adultes encore moins jeunes. Et puis c'est étendre aussi la participation au mode professionnel, et on a des premières idées, on est en train de le faire, par exemple sur une chaîne professionnelle avec des agriculteurs, des jardiniers, des gestionnaires de parcs ou de réserves. Donc là, des gens qui travaillent plus ou moins sur des objets similaires, et on essaye de les mettre ensemble pour avoir des regards croisés et pour faire en sorte que les observations s'accumulent de différentes manières. Et bien sûr, ça les implique aussi. On est en train de très bien impliquer un certain nombre d'agriculteurs qui sont très partie prenante d'ailleurs dans la démarche, et je trouve que c'est une très très belle démarche, qui disent oui, finalement moi aussi je veux vous accompagner, je suis tous les jours dehors dans mes champs, et donc je suis un observateur de premier plan là-dessus. On fait également des inventaires, c'est-à-dire qu'on recueille des données pour dire présence, absence de telle ou telle espèce. C'est ce qu'on appelle l'inventaire national du patrimoine naturel. Pour vous donner quelques chiffres, il y a 14 ans d'expérience maintenant, on a 40 millions d'observations sur la France métropolitaine. Ça fait 180 000 espèces qui ont été inventoriées, de plantes et d'animaux, et ça représente 20 000 habitats sur la France. Tout ça, c'est disponible sur Internet. C'est à disposition des collectivités territoriales quand elles veulent faire des aménagements, c'est à disposition des citoyens, c'est à disposition de tout le monde, des entreprises, etc. C'est complètement libre d'accès. Et puis ça se poursuit également avec l'inventaire national du patrimoine géologique aussi. Tous les gisements fossiles, les gisements de minéraux, les gisements de minerais, etc., etc. Il y a tout cet inventaire qui est également conduit depuis une grosse douzaine d'années. Voilà. Et ça même se décline sur les téléphones portables, où on a une petite application qui s'appelle INPN Espèces, dont la version 2 d'ailleurs vient de sortir, qui vous permet, quand vous êtes à un endroit donné, de savoir les espèces qui vous environnent. Donc ça, c'est fait grâce à cet inventaire. Donc vous avez quelque chose, vous chargez ça, c'est gratuit, c'est sur votre téléphone, et puis ça vous donne les espèces qui vous environnent, ça vous les donne 6 par 6, ça peut vous donner des informations sur chacune des espèces. Si vous envoyez une, vous pouvez la photographier, ça va vous dire ce que c'est, etc., etc. Donc c'est vraiment pour impliquer les citoyens dans cette démarche autour de la biodiversité. Voilà ce que ça donne. C'était la version 1, ça d'ailleurs, où on avait 6 espèces. Alors c'était marrant de faire ça d'ailleurs avec des enfants un peu jeunes, parce que ça donne des espèces de manière aléatoire, puis quand on secoue le téléphone, ça redonne d'autres espèces, puis on peut regarder si on les voit, si on les voit pas, enfin, etc. Voilà, donc, voilà pour les inventaires, voilà pour comment on embarque des citoyens dans la démarche aussi, comment est-ce qu'on parle de biodiversité, comment on fait comprendre ce qu'est la biodiversité. Il y a l'appui aux politiques publiques, à travers l'expertise. Donc c'est vraiment comment on aide la puissance publique à prendre des décisions dès que ça concerne la biodiversité. Donc il y a les inventaires bien sûr, il y a les questions de conservation de la nature, il y a les questions de délimitation des parcs, par exemple, des aires protégées. Comment est-ce qu'on délimite une aire protégée? Où est-ce qu'on met la frontière? Pourquoi est-ce qu'on la met là, pas ailleurs? Et au muséum, on a une unité importante qui s'appelle Patrinat, qui est une unité mixte de services qui a été construite en partenariat avec le CNRS et avec l'Agence française pour la biodiversité. On a un peu plus d'une centaine d'experts à l'intérieur, donc c'est quand même pas tout petit, une centaine d'experts à l'intérieur qui travaillent sur ces questions-là, de réponse aux questions que se pose la puissance publique, à quelque niveau que ce soit. Ça peut aller de la toute petite commune jusqu'à l'État et au ministère de l'Environnement. Bien sûr, on est également engagé au service de la société, parce que c'est la vocation même du muséum, pour aborder la question de l'évolution de la planète avec un regard scientifique, le plus pédagogue possible, avec comme objectif de défendre une certaine éthique pour la planète, parce qu'il en a quand même bien besoin, et puis aussi pour combattre les obscurantismes. Il y a des levées d'obscurantisme de plus en plus importantes, et il faut qu'on fasse face à la défiance de la société vis-à-vis de la science et vis-à-vis du discours scientifique. Il faut expliquer comment se construit un discours scientifique et comment on peut expliquer qu'une opinion ou une croyance, ça n'est pas un fait scientifique.
On peut avoir une croyance totalement respectable, mais il ne faut pas la mettre en opposition avec un fait scientifique. Ce sont deux registres totalement différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors ça se traduit par des engagements finalement à différents niveaux, des tribunes dans le monde par exemple, l'histoire naturelle, un outil précieux contre l'obscurantisme, et le muséum maintenant s'est très engagé à publier des petits ouvrages qu'il appelle des manifestes, qui sont les manifestes du muséum. Donc il a fait un premier manifeste sur l'utilité publique de l'histoire naturelle, qui s'appelle « Quel futur sans nature ?» et qui peut être lu en une demi-heure, à peu près, c'était l'objectif, et qui explique pourquoi une planète sans nature, ça ne peut pas fonctionner, et pourquoi une humanité ne peut pas se passer de nature. Et on vient de faire un deuxième manifeste qui traite de la question des migrations, donc un sujet qui est à la limite de la politique, en prenant soin quand même de ne pas empiéter sur le champ des politiques, mais qui apporte l'éclairage de la science, et notamment de l'histoire naturelle, sur cette question des migrations, en expliquant qu'il n'y a pas de vie sans déplacement, par exemple, que depuis 300 000 ans que l'espèce humaine existe, elle s'est toujours déplacée, et que paradoxalement, c'est au moment de sa sédentarisation, au moment de la révolution néolithique avec l'élevage et l'agriculture, qu'elle s'est relativement sédentarisée, mais qu'elle continue de bouger quand même, et que si elle arrêtait de bouger, elle disparaîtrait. Donc que l'immigration, en soi, n'est pas du tout un phénomène négatif. Et après, on part sur un certain nombre de chiffres pour montrer ce que sont les migrations aujourd'hui. On rappelle, j'en profite, pour vous dire que 97% des humains qui vivent sur cette terre vivent dans leur pays de naissance. Donc il n'y en a que 3% qui ne vivent pas dans leur pays de naissance. Donc il faut arrêter de nous parler de grands remplacements ou de choses comme ça. C'est pas la vérité, tout simplement, c'est faux. Et puis on termine l'ouvrage en parlant aussi de l'équilibre qu'on doit trouver, là je vous fais un petit peu un discours moral, l'équilibre qu'on doit trouver entre hostilité et hospitalité, qui sont deux termes qui ont la même racine. On ne peut pas vivre dans une hospitalité généralisée, parce que sinon ça voudrait dire que tout le monde est chez lui partout, que je suis chez moi, chez n'importe lequel d'entre vous, que vous êtes chez vous, n'importe lequel d'entre vous est chez lui, chez moi, que ça ne fonctionne pas, de toute façon, et que l'hostilité généralisée, on sait très bien à quoi ça aboutit et que ça ne marche pas non plus. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux, et cet équilibre, c'est une affaire de conscience individuelle, à travers ce que chacun d'entre vous peut penser, mais c'est aussi une question de conscience collective, à travers la manière dont les hommes politiques nous représentent et prennent des décisions dans ce domaine. On voit très bien ce qui a pu se passer aux États-Unis, au Brésil, en Italie, par exemple, récemment. Et on voit très bien l'impact que la conscience collective peut avoir sur le traitement de cette question. Et donc le muséum se positionne par rapport à ce genre de sujet en écrivant des petits livres sur ce type de choses. Donc voilà, au-delà de cette leçon de morale, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Ça marche ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Une conférence sans question, c'est pas une conférence. Donc, qui se lance pour la première ? Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Je m'appelle Sandra Gène, je suis juriste en droit de l'environnement. J'ai depuis toujours en fait travaillé sur le droit de la protection de la nature, surtout pour les ONG de protection de l'environnement au niveau européen. Je vous remercie pour cette présentation sur toutes les facettes et les engagements du Muséum d'histoire naturelle. J'avais suivi avec intérêt la présentation du plan biodiversité par Nicolas Hulot. Au muséum, voilà. Donc c'était formidable de voir l'espèce politique au sein du muséum. Et les partis, c'est peut-être une histoire de migration, d'hospitalité ou d'hostilité. Mais vous avez parlé de l'importance aussi de la compréhension par les hommes et les femmes politiques des enjeux de la nature. Et en fait, ça remonte, on est à 1992 ou avant. Comment êtes-vous vraiment consulté, impliqué à l'heure actuelle maintenant dans les décisions du gouvernement, à l'heure où la France va s'apprêter à recevoir le congrès de l'UICN et toutes ces échéances avant la prochaine COP en Chine? Est-ce que vous pouvez être vraiment étroitement associé ou bien est-ce que vous restez de loin?
Et voilà. Alors, ça Merci. ça dépend des sujets. Je veux dire, si on a des sujets extrêmement précis ou des questions précises, tout à l'heure je faisais allusion au lac de Granvaux. On a aussi fait des expertises sur la présence du loup en France. On fait des choses comme ça. On a des questions précises. On peut répondre de manière précise. Là, on est évidemment consulté. Sur les sujets plus généraux de préservation de la biodiversité, de la place qu'il faut faire à l'environnement dans les politiques publiques, forcément, on est moins consulté. Donc, on le fait de manière un petit peu plus intrusive. Quand on publie les manifestes, évidemment, on les adresse aux hommes politiques. On essaye de leur en parler directement. Il y a des choses qui se passent chez nous, ils ont quand même cette sensibilité puisque le plan biodiversité s'est passé chez nous, au muséum. Quand je dis chez nous, c'est au muséum. Donc il y a quand même un recours à cette parole. Enfin, ils nous entendent. Mais la meilleure manière d'être entendu, c'est de s'adresser aux médias. L'impact d'une tribune dans Le Monde ou dans Libération est plus important que 5 minutes de discours avec un ministre. Donc c'est essentiellement par les médias, mais parce que c'est comme toujours, je veux dire, il faut que ça parte des citoyens. Nous, le muséum est un relais, en fait. Il y a un relais, il y a un éclairage de la science, il faut qu'il y ait un éclairage de la science, parce que sinon ça ne va pas. Au passage, je veux dire, on est tous égaux en droit, mais on n'est pas égaux, équivalents en compétences. C'est pas parce qu'on a les mêmes droits qu'on a les mêmes compétences. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'hésiterais à monter dans un avion. Si je considère que le pilote, il n'a pas besoin d'avoir les compétences particulières. Et c'est la même chose pour la science. On a certaines compétences, d'autres en ont sur d'autres sujets. Et par contre, on a tous une égalité en droit. Donc au muséum, il y a un certain nombre de compétences sur ce sujet. On les fait entendre, on les fait valoir. La manière ensuite dont elles sont relayées, ça n'est plus de notre registre, évidemment. Donc j'aurais pas de jugement là-dessus. Bonjour, merci pour cette conférence. Je m'appelle Clémentine Young et je travaille dans une école d'ingénieurs voisine d'ici, IMT Atlantique. Je ne sais pas trop comment prendre le match recherche sur le climat versus recherche sur la biodiversité. Je pense que votre objectif, c'est pas de nous rendre hostiles, pour utiliser un de vos termes, à être sensibilisés au climat. Je pense que c'est aussi important que les citoyens soient sensibilisés au climat que sensibilisés à la biodiversité. Et du coup, pour être constructif, étant donné que vous avez devant vous peut-être, je sais pas, 200 personnes, dont beaucoup de jeunes, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut, en tant que citoyen, faire concrètement pour aller dans le sens de la biodiversité Alors, mon propos, c'était pas d'opposer le climat, parce que souvent, je fais aussi des plaidoyers pour essayer de ralentir ou de faire en sorte que le changement climatique se ralentisse. Donc, c'est pas du tout de l'opposer. C'était une manière de montrer que traiter de la question de la biodiversité, c'est plus compliqué que de traiter de la question du climat, et qu'en tout cas, c'est plus difficile à transmettre aux citoyens comme message, parce que simplement, l'objet lui-même est plus complexe en termes intrinsèquement. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer en vous disant la biodiversité, finalement, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des tas de choses différentes, tout ça, c'est tout ça mélangé, et quand on veut transmettre un message, c'est difficile. Et autant c'est possible de transmettre un message global à l'échelle planétaire pour le climat, autant c'est quasiment impossible pour la biodiversité. En tout cas, c'est quasiment impossible de manière simple. Parce que les politiques, justement, me posent la question et me disent, mais alors, la biodiversité, est-ce que vous avez un indicateur qui dit ça va bien, ça va mal? Non, j'ai pas un indicateur, j'ai des centaines d'indicateurs. Donc, vous voyez, mais il n'y a pas d'opposition particulière. Alors après, vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est, je dis souvent, la somme de petits gestes est plus importante qu'un grand geste. J'ai parlé tout à l'heure de conscience individuelle et de conscience collective à propos des migrations. C'est un petit peu la même chose par rapport au changement climatique ou par rapport à la biodiversité. On a une conscience individuelle, on a l'impression que chaque geste que nous, on va faire individuellement, c'est vraiment très très peu de choses. Mais en fait, comme si on est très très nombreux à le faire, ça finit par peser. Alors je vais prendre un exemple pour le climat, pour aller dans votre sens. Je dis souvent, parce qu'on me pose la question régulièrement, y compris des médias, et en une formule, je dis servez-vous de vos jambes. Ça veut dire marcher, en fait. Quand on regarde quelle est la médiane du transport en ville, c'est-à-dire le nombre de déplacements urbains en voiture qui sont 50% en dessous de cette médiane, 50% au-dessus, c'est vraiment très faible. Selon les agglomérations, c'est vraiment très très peu de kilomètres, voire même moins d'1 kilomètre dans certains cas.
Et donc, si on se dit, on n'emmène plus ses enfants à l'école en voiture le matin, c'est-à-dire qu'on ne fait pas 500 mètres en voiture pour les emmener, si c'est une personne, ça n'a pas tellement d'intérêt. Si on se dit, mais on fait ça à l'échelle de l'Europe, 500 millions d'habitants en Europe, il y en a 20 millions qui font ça tous les matins, ça fait 10 millions de kilomètres par jour, on multiplie ça par 200 jours dans l'année, et ça fait 2 milliards de kilomètres. Vous voyez? Donc ça, c'est pour vous démontrer que des petits gestes, qui paraissent infimes, finalement, cumulés, quand on les multiplie par un très grand nombre, c'est beaucoup plus important qu'une décision politique majeure. Enfin, qu'une décision politique pas majeure, on va dire. Une décision politique. Et c'est pareil pour plein de choses. Donc je ne vais pas vous faire une liste qui deviendrait assez banale finalement, mais sur l'usage de l'eau qu'on peut faire de l'eau, l'usage qu'on peut faire des pesticides, des herbicides, de traitements chimiques à droite à gauche. Et après, c'est vraiment, je pense, l'action collective de nous tous. De la manière dont on pousse une municipalité à faire telle ou telle chose, à pas traiter les mauvaises herbes, à pas tondre les pelouses à ras tout le temps, enfin, des gestes assez simples finalement. Puisqu'on voit très bien que les risques sont souvent à la base des écosystèmes. C'est de là que ça part. Donc le microscopique dont je parlais tout à l'heure est très important. C'est par là que ça doit aussi se faire. Mais je parle beaucoup aux entreprises, parce que je pense aussi qu'il faut aller sur le terrain des entreprises. Il y a le terrain des citoyens, ce que je fais maintenant. Il y a le terrain des politiques, ce que je fais aussi en tant que président du muséum. Puis il y a le terrain des entreprises. Les entreprises, c'est là où est l'argent, c'est là où sont les moyens quand même. Et c'est peut-être eux qui sont les plus hermétiques à ce genre de discours. Et je pense que pendant trop longtemps, les spécialistes de biodiversité, notamment, je ne parlerai pas des spécialistes du climat, je ne les connais pas suffisamment, mais les spécialistes de biodiversité étaient drapés dans leur habit de chevalier blanc et disaient « moi je ne veux pas parler aux entreprises, c'est des affreux, je ne veux pas leur parler, ça ne m'intéresse pas de parler à ces gens-là ». Et en fait, il faut y aller. Il faut accepter que y ait éventuellement des compromis qui soient à passer. Ce n'est pas des compromissions, mais c'est pour les aider à avancer. En tout cas, il faut qu'ils nous entendent et qu'on puisse leur tenir ce genre de discours. Et ça, je pense que c'est vraiment important, d'aller les chercher sur leur terrain aussi. Oui, merci. Donc, je m'appelle Christophe Morin, donc je viens en tant que simple citoyen et avec l'avantage de ne rien connaître du tout à la biodiversité et d'être entouré de beaucoup de gens qui sont dans mon cas. Et donc je voudrais vous demander en 1 ou 2 minutes, qu'est-ce que je dois expliquer aux gens qui m'entourent pour leur dire que la biodiversité est en fait très importante pour nous. Vous preniez tout à l'heure l'image de l'ours blanc qui en principe ne devrait pas trop m'inquiéter, mais qui en fait vous m'alertez devrait réellement m'inquiéter. Alors qu'est-ce que je dois leur dire? Est-ce que je dois leur parler de sécurité alimentaire? Est-ce que je dois leur parler de sécurité sanitaire? Est-ce que je dois leur parler d'autre chose? Quel est le discours, sans être simpliste, que nous pouvons tenir pour servir de relais à ce que vous faites? C'est bien la difficulté dont je parlais. C'est-à-dire qu'on peut parler de tout ça à la fois. Donc c'est un petit peu compliqué. Moi, j'aurais tendance à alerter en prenant du recul. C'est une autre conférence que je peux faire sur qu'est-ce qui s'est passé depuis 500 millions d'années sur Terre. D'abord, un petit rappel. La vie sur Terre, elle a 3800 millions d'années. Si on rapporte ces 3800 millions d'années à une année, une de nos années civiles, ça veut dire que nos 2019 ans depuis notre calendrier chrétien, ça représente les 20 dernières secondes de l'année. Jésus-Christ naît le 31 décembre à 23h, 59 minutes, 40 secondes. Voilà ce que ça représente, notre histoire, par rapport à l'histoire de la vie sur Terre. Ça veut dire que dès qu'on touche à quelque chose aujourd'hui, on touche à tout ce qui s'est passé avant. Et donc ça devrait nous rendre modestes et prudents. Et nous ne sommes ni modestes, ni prudents. Donc on peut déjà dire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il faut aborder les choses à partir des facteurs qui viennent peser sur la biodiversité. Le climat, c'est assez simple, on dit on fait moins de CO2 et le climat ira mieux. Il faut agir sur les facteurs qui pèsent sur la biodiversité. Et le premier de ces facteurs, c'est l'usage qu'on fait des espaces. La première pression
que l'homme exerce sur la biodiversité, c'est un problème d'usage de l'espace. C'est-à-dire, on fait des ronds-points, on fait des routes, on fait des parkings, on fait des piscines, on fait des abris de jardin, on fait plein de choses. On fait disparaître un département par tous les 7 ans en France, c'est ce que ça représente. Ça fait un terrain de foot toutes les 3 minutes, à peu près, hein, qui est transformé. Donc, qui était auparavant un espace agricole ou un espace naturel et qui est complètement artificialisé. Il y a une emprise en termes de surface, mais il y a aussi une emprise qui est beaucoup plus pernicieuse, qui est en termes de compartimentation du territoire. C'est-à-dire qu'on crée des barrières dans ce territoire. Quand on fait une autoroute ou quand on fait une voie ferrée, on crée des frontières. Et nous, on a l'impression que c'est pas grand-chose quand on fait une route. On dit, c'est une route, la bestiole, elle a qu'à traverser. Mais parce que nous, on voit la bestiole comme nous-mêmes, une bête assez grosse quand même. Donc, si on pense à un chevreuil, à un sanglier, ça n'a pas de problème, il va traverser, un lapin, il va traverser, enfin bon, il y a des tas de choses qui vont traverser. Mais il faut avoir une conscience que la vie sur Terre, la taille normale d'un animal vivant sur Terre, c'est la taille d'une fourmi. Et donc, il y a plein d'animaux qui ne vont pas pouvoir traverser. Donc, on va isoler des populations qui, génétiquement, vont être isolées les unes des autres, qui vont s'appauvrir génétiquement, et qui vont, in fine, finir par disparaître. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la disparition d'espèces, pas la disparition, le déclin en abondance d'espèces extrêmement communes. Des espèces communes d'oiseaux, d'insectes ou de mammifères, ou de beaucoup d'insectes d'ailleurs, avec des déclins d'abondance. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'individus. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis 500 millions d'années à travers les crises très anciennes, on constate que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la disparition des dinosaures, il n'y avait pas des dinosaures morts. Il y aurait un banc fossile qui serait bourré de dinosaures. Ça n'existe pas. En fait, le banc qui correspond à la disparition des dinosaures dans les couches sédimentaires, c'est un banc qui est vide. Il n'y avait plus personne. Donc l'histoire de la météorite qui tombe et qui bitue les dinosaures, c'est faux, ça. Il faut l'oublier, ça. Il faut le sortir de sa tête. Il est tombé une météorite, mais ce n'est pas elle qui a tué les dinosaures. Sinon, on aurait des fossiles de dinosaures partout, dans ce niveau-là. Donc c'est dire, attention, il s'est passé beaucoup de choses, on est déjà tout au sommet d'un truc qui a duré très très longtemps avant nous, on est sur les 20 dernières secondes de cette histoire, donc ça doit nous rendre modestes, et on constate qu'il se passe un certain nombre de choses qui ne vont pas bien. Alors après, comment peut-on agir? C'est d'abord sur l'utilisation des espaces. Après, l'utilisation des espaces, ça passe par les herbicides, les pesticides, les produits chimiques, la pollution, etc. Le problème qui pèse sur la biodiversité, c'est que c'est un problème multifactoriel. Je prends souvent l'exemple d'un sac à dos. Vous partez pour une balade en montagne avec un sac à dos, puis vous mettez une bouteille d'eau à l'intérieur, vous mettez une paire de chaussures de rechange, vous mettez, je ne sais pas quoi, et au bout d'un moment, votre sac il fait 35 kg, 40 kg, et il est trop lourd. Vous ne pouvez plus le porter. Vous avez dépassé votre seuil de capacité à le trimballer. La biodiversité, c'est pareil. On lui met le changement climatique, on lui met la pollution, on lui met les espèces invasives, on lui met les changements d'usage des sols, on lui met la surexploitation des ressources, etc. Et au bout d'un moment, ça ne va plus. Et si on veut faire des choses, il faut rentrer par ces facteurs forçants sur la biodiversité. Il ne faut pas tenter d'avoir une vision globale, il faut laisser ça aux spécialistes. Parce que c'est trop compliqué, c'est ce que j'essayais de vous dire. Mais par contre, si on prend une touche de peinture sur mon tableau impressionniste, on peut traiter cette touche. Et l'avantage que ça présente, c'est que l'effet local, on va le voir tout de suite, ici et maintenant. C'est-à-dire que si on fait un effort localement, on a les fruits de cet effort qui sont assez bien visibles rapidement, relativement rapidement, par rapport à ce qu'on peut espérer pour le climat. Mais ceci dit, il faut les deux, parce que le changement climatique impacte la biodiversité impacte le climat. Sauf que les béotiens dont je m'entoure me disent si on a un peu moins de fourmis, un peu moins d'espèces de fourmis, finalement, qu'est-ce que ça change pour nous? Mais parce que les écosystèmes, j'ai essayé de vous le montrer, vous avez vu les schémas de relations complètement incompréhensibles, où il y a des lignes partout. C'est ça un écosystème. Donc votre espèce de fourmi, vous ne savez pas si elle n'est pas indispensable à d'autres choses. Je vais prendre un autre exemple, que j'aime bien prendre. C'est l'exemple de la tour Eiffel. On a la tour Eiffel, on peut dire la tour Eiffel, je vais enlever une poutrelle. Pas de problème, la tour Eiffel reste la tour Eiffel. Puis j'enlève une deuxième poutrelle, une troisième poutrelle, etc. Et au bout d'un moment, je vais enlever la énième poutrelle et la tour Eiffel va s'effondrer sur le champ de Mars. J'aurai toujours une tour Eiffel, elle aura simplement changé d'état. Un écosystème, c'est pareil. On peut enlever une espèce, 2 espèces, 3 espèces, 4 espèces. Au bout d'un moment, l'écosystème, il va basculer dans un nouvel équilibre. Il rendra d'autres services, mais qui ne seront peut-être pas les services dont on a besoin. Et ça va simplement fonctionner autrement, de manière totalement différente, parce qu'on va avoir enlevé l'espèce de fourmi de trop.
Et je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux que de penser qu'on va pouvoir jardiner la planète. Ça, c'est une prétention d'Homo sapiens qui est incommensurable. On va s'imaginer qu'on est capable de dire cette espèce, je la garde, elle est bonne, celle-ci, je la garde pas, j'en ai pas besoin. Je vais vous donner un ou deux tout petits exemples. Dans votre entourage, peut-être, vous avez, malheureusement ou heureusement, des gens qui ont eu des greffes. Greffe du rein, greffe du cœur, etc. Ou greffe simplement, prothèse de la hanche, enfin, des greffes, en général. Et ils ont un médicament qui s'appelle la cyclosporine, qui a été une découverte absolument majeure, qui fait que maintenant les greffes sont tolérées, parce que c'est un médicament anti-rejet. La cyclosporine, ça vient d'une petite plante minuscule qui vivait dans des marais de Scandinavie. Si on avait demandé à l'époque à quoi ça sert ce truc, ça sert à rien, on n'en a pas besoin. Pourquoi on s'embarrasse avec ça? D'accord? Deuxième exemple. Il y a des petits animaux qui ressemblent à des petits buissons, qu'on appelle des bryozoaires, qui sont des tout petits animaux microscopiques qui vivent en colonie, mais c'est franchement microscopique. Franchement, vous voyez ça, vous dites c'est rien. Ces animaux, ils vivent dans la mer, ils passent par une phase larvaire. Donc les larves sont encore plus petites, encore plus insignifiantes. Et dans ces larves, il y a des bactéries qui vivent sur les larves et qui fabriquent un répulsif contre des petits poissons ou des petits organismes qui pourraient manger les larves. Alors on est là, vous voyez. On se dit franchement, enfin je vais être vulgaire, mais on n'en a rien à cirer de ce truc. Donc il y a des gens assez curieux qui ont allé voir ce que sécrétaient ces bactéries. C'est un anticancéreux majeur pour le cancer du pancréas. D'accord? Donc j'espère que je vous ai convaincu qu'il faut garder les fourmis. Je n'en ferai rien. Bonsoir. Merci pour votre brillante démonstration. Je trouve. Non, je me permets de prendre la parole. Je suis Yves Léon, je suis un citoyen lambda, mais bon, je participe un petit peu à des associations de défense, des associations écologiques, et je voulais savoir quelle relation vous aviez justement sur le plan par rapport au muséum avec ces différentes associations. Alors sur l'Ouest, nous avons quand même Bretagne Vivante, la LPO qui est bien représentée. Je pense qu'ils font un travail de terrain très important. Alors je voulais savoir un peu comment vous les perceviez et qu'est-ce qu'on pouvait conseiller là-dessus aussi, parce que moi j'ai appris des choses, très modestement, avec ces associations-là. J'en fais toujours partie, je suis un peu vieux, je fais moins de choses, mais enfin, on a des choses très concrètes, ne serait-ce que connaître aussi la nature, quoi, parce qu'on se rend compte que ces gens-là font un boulot dans l'ombre et ils ne sont pas très connus et très valorisés, je trouve, quoi. Voilà, merci. Alors le muséum en tant qu'institution travaille de manière très étroite avec les associations, notamment les grandes associations comme la LPO, on a un représentant de la LPO par exemple, qui est Yves Verillac, qui est au conseil d'administration du muséum. Donc c'est vous dire l'importance qu'on attache à ce genre d'association. Donc on est en contact permanent avec les associations. Je vous parlais de sciences participatives, je vous parlais des inventaires également. L'inventaire national du patrimoine naturel est en partie nourri par des observations qui viennent d'associations. Pour les oiseaux, pour des insectes, pour des tas de choses. Donc on est tout le temps en contact avec les associations. Et on a des relations très étroites avec elles. Merci. Je pensais par rapport à ce que vous disiez avant, je pensais au vers Harry Nicole, là, c'est ça, oui. Qui participe alors à la constitution du sang, je crois, c'est ça? Vous n'avez pas entendu parler de ça? L'intérêt de cette petite bestiole qui vit dans les sables, là, le ver aranicole. Bah ça, je sais ce que c'est qu'un ver aranicole. Oui, j'imagine. Enfin, je veux dire, j'ai lu ça récemment qu'ils avaient découvert qu'il avait des fonctions très importantes dans la cicatrisation des plaies, je crois, choses comme ça. De toute façon, il ne faut pas croire, on a l'impression d'être blindé de technologie et que tout va bien et qu'on va pouvoir faire ce qu'on voudra, mais c'est faux, je veux dire, dans notre pharmacopée, tout vient de la biodiversité et de la nature. Hein. Enfin, on n'a pratiquement rien inventé, on a très très peu, ou pratiquement pas du tout même, de médicaments de synthèse, c'est-à-dire un pharmacien ou un chimiste qui serait penché sur sa page blanche et qui aurait dit, bon, je vais fabriquer un médicament pour soigner ça, donc il me faut une molécule qui ressemble à ça, à ça, à ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On va chercher dans la nature, on fait des essais, on se dit, tiens, c'est pas mal ce truc, et après, éventuellement, on le modifie un peu, et après, éventuellement, on fait la molécule de synthèse en copiant ce qu'il y avait dans la nature. Ça s'appelle la bioinspiration.
Mais on va s'inspirer de la nature pour faire quelque chose. Mais on ne le fabrique pas ex nihilo. Donc, on a vraiment besoin de cette biodiversité. C'est notre meilleure assurance vie. Hein. Bonjour, je m'appelle Léon Guillotot, je suis étudiant ici. Et je me demandais, est-ce que vous pensez que c'est encore possible de sauver la biodiversité d'aujourd'hui? Ou alors les politiques dont vous parliez vont malheureusement réagir trop tard afin de la sauver au mieux possible? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, je suis d'accord, mais vous pensez pas que, justement, vous dites qu'on est constamment en train de construire, de s'expanser qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En constance expansion. Je ne suis pas d'un optimisme béat. Maintenant, il y a il y a plusieurs attitudes possibles. D'abord, on est face à une crise majeure, ça c'est certain. Là, j'ai une conférence là-dessus, mais là, ça nous embarquerait un peu trop tard. Mais on est face à cette crise. Cette crise risque d'arriver et ici, il y a des espèces qui vont disparaître, il y a des espèces qui vont survivre, il y aura de la vie sur Terre après cette crise. La vraie question que nous, on doit se poser, c'est est-ce qu'il y aura Homo sapiens qui va faire partie des survivants ou des morts? Moi, je parierais pour qu'il soit mort. Parce que on est une bestiole compliquée, complexe. On a une certaine complexité qui fait que on a une physiologie compliquée, on a des modes de vie compliqués, on est quand même dans un régime d'environnement qui est relativement étroit, même si on a l'impression que notre technologie nous protège. Ça ne peut pas dériver trop. Et donc, il y a des chances pour que finalement, notre espèce fasse partie des victimes. Et donc, si on était un petit peu égoïste, on devrait dire qu'il faut qu'on sauve la biodiversité pour nous-mêmes. Parce que cette biodiversité, elle nous intéresse pour nous aussi. Et après, je suis d'un optimisme. Il y a deux attitudes possibles, comme je disais. On peut être totalement cynique en disant, après tout, l'évolution, elle a abouti à une espèce, Homo sapiens, qui a un gros cerveau. Avec son gros cerveau, il fait plein de trucs marrants. Il va sur la Lune, il construit des voitures, il fait des IUT, il fait plein de choses, qui a un impact sur le reste de la planète. Après tout, c'est comme ça, laissons faire. Et si ça va dans le mur, ça va dans le mur. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et puis il y a une attitude qui est plus responsable, qui dit aussi, ok, il y a cette espèce, elle a un gros cerveau, mais son gros cerveau lui sert à se penser lui-même, lui sert à se voir agir, et donc il est en capacité d'agir, certes, mais il est aussi en capacité de réagir par rapport à ses propres actions. Et il a le droit d'avoir porté un jugement sur ses actions par rapport au reste de la planète, et de se dire, finalement, mes actions par rapport au reste de la planète, je peux les étalonner, je peux voir ce que ça donne. Et dans ce cas-là, ça me donne une capacité de réaction, et si je suis en capacité de réagir, je réagis. Alors après, la question, c'est va-t-on réagir assez vite ou pas assez vite? Mais encore une fois, chaque fois qu'on fait une action, on se rend compte que la nature, elle est très résiliente, la biodiversité, elle est très résiliente, elle est en capacité de cicatriser, de se régénérer assez rapidement. Les grandes marées noires sur les côtes de Bretagne, 10 ans plus tard, il n'y a plus de traces, s'il n'y a pas une deuxième marée noire. Donc il y a une capacité quand même de réaction de la biodiversité des écosystèmes qui est très importante. Donc il suffit qu'on les laisse un peu plus tranquilles. Et puis il y a des choses qu'on pourrait faire qui ne sont pas si compliquées que ça et qu'on devrait faire pour améliorer la situation. Le micro est à nouveau disponible. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, moi je suis plus étudiant, mais je suis investi dans l'éco-construction, je fais de la construction, de la rénovation matériaux naturels. Voilà. Et je dois vous avouer qu'à l'écoute de votre présentation, je m'interrogeais sur la primauté qu'il me semble qu'on veut donner systématiquement à la science. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre une notion de responsabilité ou de bon sens par rapport à une dévotion permanente à la science qui serait l'aune de toute chose? Est-ce qu'on a besoin de connaître la génétique ou les génomes de la mésange pour sauver la mésange, par exemple? Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on fait de cette primauté donnée à la science? Moi, j'ai l'impression qu'on a un côté technicien où on se gargarise de notre intelligence, de notre capacité à scientifiser les choses, à scientiser les choses, et que parallèlement on manque beaucoup de sagesse. Enfin, je sais pas, l'atome, c'est Démocrite, je crois, qui a parlé le premier de l'atome. Il l'a jamais. Enfin, c'est son esprit
humain, sa sagesse, sa réflexion, son intelligence, qui a concouru à comprendre le monde tel qu'il va. Donc moi j'aimerais que la science soit au service de l'intelligence des hommes, de leur réflexion philosophique, de leur réflexion peut-être même spirituelle, et que la science aille valider cette réflexion. Parce que qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi faire en fait? Et il y a une espèce de primauté permanente donnée à une espèce de valeur au sommet de la science, qui serait à l'aune de tout, et moi j'ai plutôt conscience qu'on se perd dans une hyper-scientifique, une hyper-scientisation, je sais pas comment on peut appeler ça, où au nom de notre génie à créer des choses, on fait juste n'importe quoi. On fait juste n'importe quoi. Donc est-ce qu'au contraire, moi j'aimerais bien que, justement, au-dessus de la science qui semble être toute puissante, puisque c'est elle qui doit nous démontrer quelle bêtise on fait, ou comment on doit prouver que tel produit est négatif pour la santé et impacte sur la santé. Oui, mais scientifiquement, c'est pas prouvé. Tout le monde est en train de claquer autour, mais la science n'est pas foutue de le prouver, donc c'est que c'est pas vrai, et on continue encore plus à être irresponsable, parce que moi je pense que c'est une notion d'irresponsabilité, et j'aimerais que... Est-ce que c'est juste quelque chose qui est ancré? Est-ce que c'est vraiment si profondément ancré en vous que tout se juge à l'aune de la science, ou est-ce que, moi je pense qu'on devrait peut-être essayer de retrouver une dimension d'intelligence et de philosophie qui devrait peut-être être à même de mettre la main mise sur la science, parce que la science va nous détruire la planète. Enfin, si on était suffisamment... Je crois que j'ai compris. Vous voyez. Je crois que j'ai compris. Non, mais je comprends mal votre analyse. Là, justement, si la science était toute puissante, enfin la science telle que, en tout cas, je la vois pratiquer au muséum, était toute puissante, je pense qu'on aurait des solutions bien meilleures pour la planète en général. En tout cas, dans ce domaine de l'écologie au sens large, de la biologie de la conservation et des choses comme ça. Parce que là, vous mélangez différents types de sciences. Vous parlez de l'atome. Non. Mais parce qu'il n'y a pas une science. Je veux dire, c'est... Mais je pense que la science n'est même pas suffisamment écoutée de ce point de vue-là. Parce que si on écoutait des fois un petit peu plus les scientifiques, ça irait mieux. Vous faites allusion à des molécules qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Il y a des scientifiques qui le disent. Ça ne se traduit pas forcément en actes. Pourtant, les scientifiques le disent. Les scientifiques, ils sont en position de lanceur d'alerte. Après, les alertes sont entendues ou ne sont pas entendues. Mais je crois qu'il faut pas... il faut se garder de discours qui soient, je suis désolé, mais trop démagogues, qui voudraient nier la science, parce que la science, c'est la connaissance, et qu'on ne peut pas bien comprendre si on n'a pas la connaissance. Et on ne peut pas bien agir si on n'a pas cette connaissance. Ce n'est pas simplement de l'intuition. Effectivement, oui, mais enfin, l'histoire de l'humanité montre que la sagesse avait quand même des limites assez étroites. Hein. On peut évoquer tous les drames qui ont jalonné l'histoire de l'humanité depuis pas mal d'années. Donc ça ne suffit pas. Ça suffit philosophiquement pour un individu, ça ne suffit pas pour une société et pour du collectif. On a besoin de référentiels et on a besoin de faits. On a besoin de faits objectifs qui puissent être prouvés, qui puissent être validés. Il ne suffit pas d'avoir des opinions. Il faut aussi qu'on s'appuie sur des choses partageables, qui soient universelles, qui soient un minimum universelles. Et la démarche scientifique est quelque chose d'universel à mes yeux. Et les résultats scientifiques peuvent être partagés de manière universelle. Le reste est une affaire d'opinion. Oui, peut-être pour rebondir sur vos propos et sur les vôtres. Il me semble qu'il y a un philosophe du 19e siècle, positiviste, Auguste Comte, qui devait dire que science sans conscience n'était que ruine de l'âme, ce qui correspondrait à peu près à votre position. Oui, mais Rabelais, c'est dans effectivement la fin d'une préface, mais il l'a repris Comte et il a exprimé, effectivement j'ai fait un raccourci, vous avez raison, il l'a exprimé en disant que on ne pouvait pas effectivement construire un raisonnement scientifique sans le ramener à une espèce de conscience morale. Puisque c'est ça que vous dites. Or, la conscience morale, elle se construit aussi sur un certain nombre, et je crois que c'est ce que disait notre interlocuteur, elle se construit aussi sur un certain nombre de choses qui sont posées et qui sont des éléments factuels, vérifiés. Partageables et universalisables. Et c'est aussi la mission de la science. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier, à un moment donné, la science de la morale, sans quoi on bascule dans la croyance.
Et là, on bascule dans l'idéologie. C'est-à-dire qu'on est obligé à un moment donné de construire le raisonnement scientifique sur un raisonnement de responsabilité, et la responsabilité sur un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qui se construisent dans la vérification et dans l'éclairage. Si on construit la morale, si on construit la morale sur un certain nombre d'éléments qui sont des éléments non vérifiables, à ce moment-là, on peut continuer à croire que la Terre est plate. Et ça pose un certain nombre d'autres problèmes. Donc je crois qu'en fait, on est sur des allers-retours permanents et sur un bouclage, pas sur une opposition, mais sur des allers-retours permanents qui s'enrichissent mutuellement entre la manière dont la science apporte à la société, et c'est tout le sens des conférences qu'on essaye de conduire ici à l'IUT, sur la manière dont la science apporte à la société, dont la société s'approprie la science et renvoie vers la science un certain nombre de questions. Je crois qu'on gagne collectivement quand, en effet, on est capable d'introduire cette notion de boucle et de générer de manière vertueuse un certain nombre de choses qui vont s'enrichir les unes les autres mutuellement et réciproquement. Et il me semble que vous avez bien montré d'ailleurs dans votre présentation comment tout est lié. Pierre présentait en début de séance les conférences à venir, une conférence sur les algorithmes. Et on voyait bien que dans les modèles que vous présentiez, il y a aussi derrière probablement un certain nombre d'algorithmes qui se mettent en place. On voyait bien aussi dans toute la première partie de votre exposé toutes les questions de taille et les questions d'échelle, puisque vous avez rapporté la biodiversité à des problématiques de poids par exemple, ce que pèse les uns ou les autres, ou alors quand vous avez parlé ici de l'enrichissement des espèces les unes vis-à-vis des autres, finalement le microscopique ou le tout petit, la fourmi ou la toute petite chose qui développe un répulsif sur une autre espèce, eh bien contribue à la totalité de la masse. Donc toutes ces questions sont liées, et je crois que l'ensemble finalement des problématiques morales que vous souleviez tout à l'heure et de responsabilité que vous souleviez tout à l'heure réside dans la capacité à faire du lien entre les questions scientifiques et à ne pas raisonner en silo simplement. C'est-à-dire que si on ne se concentre que sur l'hyperspécialisation, à ce moment-là, en effet, on a une difficulté à engager la réflexion dans sa globalité. Donc le rôle des scientifiques en tant que lanceurs d'alerte, c'est d'essayer de permettre à l'ensemble de la société de créer les liens. Une dernière question. C'est difficile de passer derrière Rodolphe Dahl, mais bon. Parmi les jeunes, si je lui repasse le micro, je ne pourrai plus jamais le récupérer. Donc, c'est le moment ou jamais. Bien, je vais lui repasser le micro pour la conclusion. Rodolphe ? J'avais rien à dire, donc... ouais. J'aurais dû m'abstenir. Hein. C'est ce qu'on appelle une leçon, vous voyez. Mais simplement, à ce moment-là, remercier notre invité pour cette très belle présentation et vous dire à quel point il est important que tous ces messages passent et qu'on puisse sans doute aussi ouvrir les lieux de l'université sur la société. C'est aussi le pari de ces conférences, que de dire que l'université, ça n'est pas faire de la science dans son coin et la cacher sous finalement des articles, des publications que les gens fréquentent assez peu, mais en faire un lieu de débat, de dialogue, d'échange d'idées, ce qui fait tout son sens, c'est-à-dire sa capacité à rendre universel le savoir. Donc merci beaucoup. Merci pour votre invitation.